En Russie, la fin de l'année 1995 a été marquée par le retour en force des communistes à la Douma, c'est-à-dire au Parlement russe. Ces derniers ne cachent pas leur admiration pour la grandeur politique de Staline. Mais qui était véritablement Staline? Le génial petit père des peuples, mis en scène par la propagande soviétique et glorifié par les communistes, ou un dictateur sanguinaire qui dirigea d'une main de fer l'URSS pendant près de 30 ans. Lorsque Lénine meurt en 1924, rien ne permet de supposer que c'est Staline qui deviendra son successeur. Au contraire, dans sa lettre testament, longtemps tenue secrète, Lénine le qualifie de trop brutal et demande du poste de secrétaire général. Mais après avoir écarté un à un ses adversaires, Staline installe à partir de 1929 un pouvoir sans partage. Dès lors, un véritable culte de la personnalité est instauré. Staline est vénéré comme un dieu. Il se laisse encenser et glorifier comme aucun tsar n'aura jamais osé le faire. On le surnomme le père des peuples, le mécanicien de la locomotive de l'histoire ou encore le guide génial du prolétariat universel. En Occident, les intellectuels communistes se laissent abuser par les mensonges de la propagande soviétique. Après sa victoire sur l'Allemagne nazie, Staline devient le génial stratège qui a libéré l'URSS et l'Europe. Bien qu'il n'ait pas la moindre formation scientifique, il est premier parmi les scientifiques de l'Union soviétique et dénonce la science bourgeoise. Les peintres et les sculpteurs reproduisent inlassablement son portrait dans des tableaux et des statues qui emplissent les musées et tous les lieux publics. Il est présent partout, comme une divinité orientale dotée de multiples apparences. Nulle part au monde, sauf peut-être dans l'Allemagne hitlérienne, on a vu un tel culte s'organiser autour d'un être humain de son vivant. Jamais dans l'histoire, la propagande n'a pris de proportions aussi énormes. Pour alimenter la légende de Staline, on crée de toutes pièces des mensonges historiques. Pour cela, on n'hésite pas à réécrire des livres d'histoire où l'on exagère le rôle, en vérité très modeste, de Staline pendant la Révolution. Il est présenté comme le disciple et l'héritier le plus digne de Lénine, alors qu'en réalité, Lénine avait demandé sa mise à l'écart. L'ampleur de l'émotion causée par la mort de Staline montre à quel point il était encore adulé en 1953, non seulement en Union soviétique, mais dans beaucoup de pays occidentaux. Le poète Aragon compose son éloge funèbre, « Toi, splendeur de nos 20 ans, toi, le plus grand philosophe de tous les temps ». Après la mort de Staline, Nikita Khrouchtchev, son successeur à la tête de l'Union soviétique, fait éclater le mythe du petit père des peuples. Il révèle le culte de la personnalité instauré par Staline et dénonce les mensonges de la propagande. Voici donc le portrait du véritable Staline, celui d'un dictateur impitoyable, comparable à Hitler. Pour se doter d'un pouvoir absolu, Staline utilise tous les moyens. Procès truqués, assassinats, déportations, emprisonnement arbitraire. Dans les années 30, tout rival réel ou supposé est impitoyablement éliminé. D'abord Trotsky, exilé en 1929, puis assassiné au Mexique 11 ans plus tard. Ensuite, la vieille garde des bolcheviks est accusée de trotskisme. À partir de 1936, le monde entier assiste au procès public de celle-ci et d'autres proches de Lénine. Ils sont condamnés après avoir avoué les crimes les plus invraisemblables. En vérité, ces aveux sont obtenus sous la torture ou en menaçant les membres de leur famille de représailles. En 3 ans, Staline liquida physiquement 1 million de membres du parti. Personne ne peut lui disputer le record mondial de massacre de communistes. On estime que les 2/3 des membres du comité central du 17e congrès sont morts ou déportés, victimes de la folie sanguinaire de celui qu'ils applaudissaient. En 1937, Staline, redoutant un coup d'État militaire, décapitait l'armée rouge. 3 maréchaux, 8 amiraux et 14 commandants d'armée sur 16 sont condamnés. Mais tous les ennemis de Staline n'ont pas la chance d'avoir un procès, même factice. Beaucoup sont directement déportés ou exécutés par sa police politique, qui deviendra le KGB.
À cette époque, les camps de travail comptent 7 millions de détenus. Environ 3 millions d'entre eux n'en reviendront jamais. Ils sombrent petit à petit dans le délire paranoïaque. Ils pourchassent des ennemis du parti, partout, jusqu'à sa femme, qui est acculée au suicide. Ces années-là sont aussi pour le peuple russe celles de la collectivisation forcée. Pour Staline, la paysannerie est une force hostile à la révolution, et en particulier les koulaks, c'est-à-dire propriétaires de leurs terres. Il faut liquider les koulaks en tant que classe, déclare Staline. 8 à 9 millions de personnes vont être ainsi intégrées de force dans les fermes d'État ou déportées dans des camps, les tristement célèbres goulags. Dans ces immenses bagnes, plusieurs millions de ces esclaves du stalinisme ne survivront pas aux cadences infernales et aux conditions climatiques inhumaines. Le bilan des 30 années de règne de Staline est effroyablement lourd, au moins 30 millions de victimes. Un chiffre qui pourrait encore s'alourdir avec l'ouverture progressive d'archives du Kremlin. Le génial petit père des peuples était en fait, avec Hitler, l'un des plus terrifiants dictateurs que le XXe siècle ait connu. Au revoir, la semaine prochaine, changement de décor avec l'histoire du ski.